Bonsoir à vous tous et tout particulièrement à Madame Lublinka Milincic et à Madame Niva Han. Nous sommes ravis de vous recevoir car nous aimerions avec vous essayer de comprendre un peu mieux les Russes. De façon générale, comprendre un autre peuple ou une communauté humaine différente de la nôtre est toujours passionnant. Mais pour la Russie, c'est d'autant plus important car la Russie connecte l'Union européenne, le Japon, la Chine, les États-Unis, soit la plupart des grandes puissances. Elle est certainement l'un des grands acteurs de la scène géopolitique mondiale, dont l'Europe de l'Ouest et l'Union européenne auraient certainement besoin pour relever différents défis, notamment avec la Chine. Donc comprendre ce peuple est, je pense, à la fois très intéressant d'un point de vue intellectuel et très précieux d'un point de vue géopolitique euh, pour nous tous. Or, depuis quelques années, il y a une sorte d'incompréhension mutuelle qui s'est installée entre l'ouest de l'Union européenne et tout particulièrement la France et la Russie. En effet, pour une partie de la France, notamment celle des élites, on perçoit la Russie à travers la figure de Vladimir Poutine, qui est au pouvoir depuis 1999. Or, dans les médias, dans beaucoup de médias, la Russie de Vladimir Poutine apparaît comme un pays autoritaire, machiste, qui a déclenché différentes guerres en Crimée, en Ukraine, en Géorgie, en Syrie, où il y a régulièrement des assassinats, où des opposants comme Alexei Navalny sont victimes de poursuites. Et donc, ça crée une sorte de malentendu. Et l'Union européenne a l'impression que les Russes et Vladimir Poutine sont complètement différents d'eux. Et donc, avec vous, euh, nous aimerions aller au-delà de cette image traditionnelle, mieux comprendre ce que pensent les Russes et pourquoi là où certains Européens de l'Est ne voient qu'un leader dangereux, eux voient un leader rassurant dont ils ont besoin. Euh, donc, je vais vous donner la parole parce que c'est vous qui êtes le plus important. Donc, je vous remercie encore une fois d'être venu. Euh, donc, je m'adresserai tout d'abord à Madame Anne Niva, euh, qui connaît très bien la Russie à la fois par sa vie, par la langue et par son reportage, dont vous nous livrez un résumé très beau et très intéressant dans le livre Un continent derrière Poutine, la Russie. Alors, dans votre livre, vous suivez une démarche géographique, puisque pour nous faire connaître la Russie, vous partez pas de Moscou, mais au contraire de l'extrémité est, donc de Vladivostok, et après vous remontez progressivement à travers l'ouest. Et donc, ma première question serait euh, la suivante. Dans quelle mesure pensez-vous que la géographie à part de la Russie euh, explique les différences de pensée de la part des Russes vis-à-vis des Français, par exemple? Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez ou pas? Oui, vous m'entendez. Entendez. D'accord, parce que j'avais un message comme quoi vous ne m'entendiez pas. Tant mieux, vous m'entendez. J'aurais évidemment préféré venir physiquement à Belgrade, ça je tiens à le dire. J'aurais beaucoup aimé, mais malheureusement ça n'est pas possible. Quand même, la dernière fois que j'étais à Belgrade, c'était sous les bombes de l'OTAN, c'était en 1999. Et c'est finalement les premières bombes sous lesquelles je me suis trouvée, puisque c'est après que j'ai commencé à couvrir la guerre en Tchétchénie et puis ensuite la guerre en Afghanistan et en Irak. Donc c'est le tout début de ma carrière journalistique. Euh, donc, je suis très heureuse que mon livre ait été traduit en langue serbe. Pour moi, c'est très important qu'il ait accès à d'autres types de lecteurs qui, justement, n'auront pas peut-être la même lecture que les lecteurs français, qui sont, comme vous venez de le dire, Florian, très influencés par les médias français, qui sont très anti
plus anti-Poutine, je dirais, que anti-russe. Parce que, en fait, en France, il y a une obsession, et pas qu'en France, dans les médias, dans les grands médias occidentaux, anglo-saxons également, une obsession autour de la personnalité unique de Vladimir Poutine. Et derrière lui, finalement, le peuple russe est un petit peu écarté et c'est un petit peu invisibilisé. Et c'est pour ça que j'ai voulu écrire ce livre. Et c'est pour ça que le titre de ce livre, c'est Un continent derrière Poutine. Parce que le peuple russe vit dans ce pays qui a évidemment, qui est démesuré, qui est un pays très vaste, qui est le premier pays du monde en termes de géographie, un septième des terres émergées. Et c'est ça qu'il m'a semblé important d'abord de mettre en avant pour ce livre et pour marquer les esprits, justement, pour pas faire comme tout le monde, parce que c'est sans doute ce que j'aime faire en premier. J'ai voulu débuter par l'Extrême-Orient, par l'autre partie, la partie la plus lointaine de la Russie, c'est-à-dire celle justement qu'on ne connaît pas du tout ici en Occident, pour revenir d'est en ouest, finalement comme le dissident Solzhenitsyn avait fait quand il était revenu de son exil américain dans le Vermont, qu'il était revenu en Russie post-soviétique, il était arrivé volontairement, il avait posé les pieds euh, dans l'extrême est, à Magadan, dans l'ex-Goulag, à Vladivostok, et il était remonté en train jusqu'à Moscou. Et c'est ce que j'ai voulu faire pour montrer à mes lecteurs français que la Russie est grande et que même à l'autre bout de la Russie, on a une façon de penser sur Poutine qui est la même que celle à l'autre bout, à Moscou, et qui sont en tout cas très différentes des façons de penser en Occident. Pourquoi? Tout simplement parce que nos histoires sont différentes. Parce que le, le peuple russe a une façon de comprendre son leader a une façon d'en avoir besoin qui n'est pas la même que nous en Occident. Nous ne pouvons pas comprendre Vladimir Poutine de la même façon que les Russes le comprennent, parce que nous n'avons pas vécu sous 75 ans de domination communiste soviétique, nous n'avons pas souffert des mêmes événements historiques, et donc nous n'avons pas ressenti ce que les Russes ont ressenti quand Vladimir Poutine est arrivé au pouvoir, aidé par son prédécesseur Boris Yeltsin, qui l'a mis en selle en 1999. Et puis ensuite est arrivé ce qui est arrivé, c'est-à-dire que Vladimir Poutine, aidé par le contexte politique russe, et notamment par la guerre en Tchétchénie, a conforté son pouvoir, a montré aux Russes qu'ils étaient redevenus un peuple fort, a cessé de faire honte au peuple russe, puisque Boris Eltsine faisait honte sur les dernières années de sa présidence au peuple russe. Il a redonné donc Vladimir Poutine une espèce de fierté à ce peuple russe. Et tout ça, les Français et les Occidentaux en général ne peuvent pas le comprendre. Ils ne peuvent l'admettre que si on le leur raconte, que si le peuple russe leur raconte. Et c'est simplement ce que j'ai voulu faire en mettant l'accent sur ce peuple russe d'est en ouest. Merci pour votre réponse. Je vais aussi poser une question à Lumika, et après je reviens à Lumika Minicic, et après je reviendrai vers vous. Alors, dans les médias, comme vous l'avez dit, on se focalise plutôt sur les choses choquantes que M. Poutine commettrait. Or, les Russes ont une toute autre vision, que vous avez vue, une autre vision enracinée dans une histoire pleine de souffrances, et aussi peut-être dans une vision plus pragmatique. Madame Milicic, d'après beaucoup de Russes, qu'est-ce que Vladimir Poutine a apporté comme amélioration sur le plan intérieur à la société russe? Avant de répondre à votre question, j'aimerais bien un peu corriger votre introduction un peu bizarre. Vous avez dit que Poutine a déclenché la guerre
en Crimée, en Syrie, en Irak ou en Libye. Poutine n'a pas déclenché une guerre en Crimée, il n'y avait pas de guerre en Crimée. Syrie, vous pouvez vérifier, la Russie n'a rien aidé à diminuer la guerre. Libye n'avait rien à faire avec la Russie. Vous avez fait preuve d'une vue occidentale française un Mais peu à qui préjugée. parlez-vous, Je suis madame? Je ne très comprends pas. contente. Excusez-moi de vous Non, mais interrompre, mais je n'ai absolument pas parlé ni de la guerre en Crimée, ni de la guerre en Syrie, ni en Ne ne pa Libye. ne ona non, 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 c'est pas vous, madame, c'est Florian qui a Mais fait Florian non plus, l'introduction. je ne l'ai pas entendu parler de ça. Nisam Chou, protiv, hoću da kažem da non, niste non, 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 vous n'avez pas dit ça. Au contraire, je pense tout ce que vous veniez de dire, je peux contresigner. Nous deux, nous partageons les expériences et les vues. Et j'aime beaucoup votre démarche, la démarche de Solzhenitsyn et votre vécu de Russie qui ressemble à celle de Solzhenitsyn. En 3 phrases, vous avez dit la chose la meilleure. Poutine a rendu la fierté au peuple russe, mais aussi il a apporté le bien-être. Au début de son règne, c'était un peuple pauvre et faim. Solzhenitsyn a écrit un livre, Russie dans le gouffre. Il parle des gens qui ont faim, la disette, l'armée qui n'a pas de pain, des officiers de l'armée russe qui veut se suicider parce qu'il a honte. Et il dit, cet officier, je me tuerai, je me suiciderai, mais je ne le fais pas parce que ça serait davantage honteux pour ma famille parce que ma femme, ma veuve, n'aura pas de moyens pour me mettre en terre, pour m'enterrer. La Russie de Poutine entre 2004 et 2008, c'est une Russie de bienséance en comparaison à ce qui s'est passé en avant. Le peuple russe, en effet, le peuple soviète, pour la première fois, a pu voyager dans le monde entier, être payé décemment, et on a pu acheter dans les magasins russes tout ce qu'on peut acheter dans le monde. Et c'était une différence éclatante, et c'est à cause de ça qu'il a gagné la confidence de son peuple. C'était une joie de lire votre livre, madame, de lire vos perceptions qui coïncident avec les mêmes. Vous percevez par une optique occidentale, mais tout ça, ce que vous veniez de dire, je contresignerai moi-même. Mais les autres panélistes, on peut entrer en débat, mais je pense que votre livre, c'était vraiment une joie de lire, écrit par une grande honnêteté. Vous avez reconnu la manière de penser, l'âme russe, les grands contrastes de Russie. Tout peut vous surprendre, tout peut vous épater, et on peut rassembler tout cela dans une image d'un homme russe, de peuple russe. Tout est changé maintenant, il y a l'embargo, etc. La vie en Russie n'est pas maintenant la même qu'il y a 15 ans. On vendait le pétrole russe à $150 par baril, mais la bonne vie de peuple russe est liée à Poutine. C'est la mémoire des Mais Russes si je puis me d'aujourd'hui. permettre, si je puis me permettre, je pense que Vladimir Poutine est arrivé au bon endroit, au bon moment, c'est-à-dire à la tête de ce pays après les années Yeltsin, qui ont été des années extrêmement difficiles au tout début des années 90, puisque Boris Yeltsin est le premier chef d'État de la Russie post-soviétique à avoir dû être face à l'éclatement du système soviétique, au changement total de système économique qui passait d'une économie dirigée soviétique à une économie capitaliste, voire post-capitaliste, ultralibéral. Et il était donc... Boris Yeltsin avait fait son temps, il a été le premier président post-soviétique, il a passé la main à Vladimir Poutine, qui, disons, a
a réussi à redonner cette fierté au peuple russe. Ça, c'est pas moi qui le dis, ça n'est pas mon jugement, ce sont les Russes eux-mêmes qui me l'ont dit, et je sais qu'ils le pensent, et j'ai assez vécu dans ce pays pour le sentir. Bien Mais évident, bien évident. et ensuite, le problème de Vladimir Poutine, je pense qu'on va y venir par les questions de Florian, c'est cette longévité au pouvoir, le fait que petit à petit, Vladimir Poutine a annihilé toute opposition à son égard et qu'on en arrive aujourd'hui à l'épisode d'Alexei Navalny qui vient de rentrer en Russie, comme tout le monde le sait, que là c'est un hasard par rapport à notre conférence, qu'il vient d'y avoir des manifestations le week-end dernier en Russie et qu'il y en aura d'autres à travers justement toute cette Russie que j'ai traversée. Il y avait des manifestations ce week-end même à Vladivostok. Il y en avait à Yakoutsk alors qu'il faisait des températures de moins 50 degrés. Et la plupart de ces manifestants sont jeunes. Ils ont 18 ans ou plus. 18 ans, c'est l'âge de Vladimir Poutine au pouvoir. Et ils n'ont pas peur de descendre dans la rue pour dire qu'ils veulent un changement de pouvoir politique. Donc, si vous voulez, moi, je ne suis pas pour ou contre Poutine. Je suis au plus près du peuple russe à essayer d'observer d'abord et de comprendre la complexité de ce peuple et essayer d'expliquer à des lecteurs non russes, occidentaux, à quel point, pour comprendre la Russie, il faut presque y vivre. Mais qui suis-je, moi, pour juger Vladimir Poutine, finalement? Voilà, j'apprécie justement beaucoup cette approche elle essaie à la fois d'être objective, parce que souvent le discours en France est très politisé. Il y a ceux qui font l'éloge presque inconditionnel de Vladimir Poutine, d'autres qui le fustigent au plus haut point, sans nuance. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans votre livre, c'est que vous faisiez une galerie de portraits de Russes ordinaires, ce qu'on ne voit presque jamais dans les médias courants, tout simplement parce que les médias courants disposent que de très peu de temps pour informer sur les pays. Est-ce qu'il y aurait un personnage parmi tous ceux que vous avez rencontrés qui, d'après vous, représente le mieux la complexité de la société russe, qui échappe peut-être à un occidental même quand il se croit informé? Non, il n'y en a pas, Florian, parce que s'il y en avait un, j'aurais fait un seul portrait. Donc, justement, la Russie exige on se baigne et qu'on se perde, si je puis dire, dans tous ces méandres, dans toutes ces nuances, dans tous ces paradoxes. Mais chaque peuple est paradoxal. Là, en ce moment, je suis en train de travailler sur la France et sur les Français. Je peux vous dire que c'est pas simple non plus. Bon, mais en tout cas, j'ai en souvenir, par exemple, Dimitri, ce photographe de Khabarovsk, donc une fois encore dans l'extrême-orient russe, sur les rives du fleuve Amour, qui est ce fleuve qui fait la frontière avec la Chine. Et je me souviens qu'il avait dit quelque chose de très intéressant, qui est que, voilà, le chinois était notre petit frère du temps du soviétisme, et aujourd'hui, c'est plutôt notre grand frère. C'est-à-dire que, et voilà, un élément démographico-politique qui est indubitable et qui n'est pas compréhensible par nous, occidentaux, nous qui sommes du bout de l'Europe de l'Ouest. Nous sommes loin de la Chine. Donc, nous ne pouvons pas en saisir la présence de la même façon qu'un pays qui a ces milliers de kilomètres de frontières avec la Chine. Et la Chine, aujourd'hui, est un pays qui, en tout cas sur ses frontières nord, qui sont donc aux marges sud de la Russie, est tout à fait vide. La Russie est vide par rapport à la Chine. Et donc, les Chinois arrivent en Russie en masse, comme ils arrivent partout ailleurs, et ils remontent d'ailleurs d'est en ouest pour aller travailler là où ils peuvent travailler, jusqu'à Moscou, jusqu'à Saint-Pétersbourg. Et ils ne sont plus des simples ouvriers, des simples manœuvres sur les chantiers de construction qui sont très nombreux en Russie.
ils s'élèvent dans la gradation, ils deviennent contremaîtres, ils deviennent parfois évidemment chefs d'entreprise, ils se marient avec des femmes russes de plus en plus, et donc ils jouent un rôle dans cette société russe qui a du mal avec les Chinois, parce qu'il y a du racisme dans la société russe, comme il y a du racisme dans toutes les sociétés, quelles qu'elles soient. Et ce qui m'intéresse, c'est justement d'essayer de comprendre à quel point cela est en train de changer la façon de vivre des Russes qui, en même temps, sont obligés d'avoir des bons rapports avec le grand voisin puissant russe au niveau économique. Et Vladimir Poutine, le premier, l'a compris, puisqu'il fait de la réelle politique, et que en réelle politique, eh bien, il a des traités de commerce avec son grand voisin chinois. Dans tous les aéroports de Russie aujourd'hui, les annonces sont faites en russe, en anglais et en chinois. Et ces trois langues sont obligatoires tellement les Chinois sont importants pour la Russie d'aujourd'hui. Voilà, ça c'est aussi quelque chose que j'avais envie de montrer dans ce livre, parce que nous ne le ressentons pas, nous, Européens de l'Ouest, dans notre rapport avec la Russie, cette pression chinoise, et en quoi c'est nouveau, puisque les frontières de l'URSS étaient fermées et qu'elles sont aujourd'hui tout simplement ouvertes. J'aimerais ajouter une question et la soumettre aussi à Madame Milincic. Euh, Disons que dans les médias, souvent, on pourrait avoir l'image d'un peuple russe guerrier et dur. Et vous, dans votre ouvrage, quelquefois, vous signalez la douceur, parfois insoupçonnée de la société russe. Notamment quand vous trouvez toujours quelqu'un pour vous protéger du froid, enfin, quand parfois vous oubliez votre chapeau. Est-ce que vous voudriez donner un petit détail, un petit aspect de la société russe qui serait complètement méconnu en Occident et qui irait un peu contre l'idée dominante que nous pourrions en avoir? Non, mais vous savez, tout le monde fonctionne par stéréotypes. Et ça, c'est très dommageable, je dirais, parce que les stéréotypes, véritablement, font des raccourcis. Donc, il y a des stéréotypes sur les Français, il y en a sans doute sur les Serbes, il y en a sur les Italiens, il y en a sur les Américains, il y en a sur les Russes, bien sûr. Or, moi, depuis le début de mon itinéraire journalistique, ce qui m'intéresse, dans tous les pays où je vais, c'est d'aller derrière ces stéréotypes. Et pour aller derrière, il faut passer du temps sur le terrain, dans le pays. Alors, vous dites qu'il y a des stéréotypes sur les Russes comme un peuple guerrier. Je ne sais pas, il y a des stéréotypes sur la mafia russe, il y a des stéréotypes sur les oligarques russes, il y a des stéréotypes sur... maintenant, c'est un peu changé, mais au début des années 90, il y avait énormément de stéréotypes sur les prostituées russes, sur les réseaux de prostitution qui viennent de Russie, etc. Et évidemment, tout ça fait beaucoup rire le peuple russe en général. Moi, ce que je peux dire, c'est que c'est vrai que j'avais été marquée, je me rappelle au début de mon séjour en Russie, où il faisait très froid, évidemment, en hiver, et où il m'était arrivé de sortir sans avoir ma chapka sur la tête et d'avoir la première babouchka qui m'abordait devant la bouche de métro en me disant Dievouchka, pourquoi vous allez avoir froid, rentrez chez vous. Et ça, c'est quelque chose, si vous voulez, que en France, à Paris, personne ne me dirait, parce que personne ne vient rentrer dans mon intimité et personne ne se permet de me donner ce conseil qui est un conseil presque gentil, familial. Et c'est quelque chose, cette chaleur du peuple russe que je ne suis pas la seule à avoir raconté, que je ne suis pas la seule à connaître. Même, je crois, des personnes qui peuvent avoir des idées politiques anti-russes ne peuvent pas dire que le peuple russe n'est pas un peuple chaleureux. Voilà. Alors, en même temps, pour comprendre cela, il faut se frotter au peuple russe. Et pour se frotter au peuple russe, il faut aller visiter la Russie. Et ça n'est pas évident. Donc, je crois que, et ça on ne répétera jamais assez,
chaque peuple, et on l'a vu avec ce qui s'est passé aux États-Unis sous la présidence de Donald Trump, chaque peuple souffre un petit peu de la façon dont est caractérisé son leader. Et le leader aux États-Unis jusqu'au 20 janvier, c'était Donald Trump. Donc, on avait beaucoup de choses à dire négatives sur le peuple américain qui était très divisé. Et depuis 18 ans, le leader en Russie, c'est Vladimir Poutine, qui effectivement a une image de leader autoritaire, qu'il est d'ailleurs, de leader déterminé, et qui est aimé par une certaine partie du peuple russe, mais pas par une autre partie. Et ça, c'est pour la journaliste que je suis, l'observatrice que je suis, quelque chose de très intéressant à voir au fil. Et ça ne se manifeste pas seulement justement au moment des élections présidentielles. On a tort de se focaliser uniquement sur le scrutin présidentiel. Ce qui est intéressant avec l'importance des médias sociaux en Russie, comme dans le reste du monde aujourd'hui, c'est de voir comme la parole se libère en Russie, comme justement elle peut être utilisée par certains hommes politiques comme Alexei Navalny, mais pas que lui, mais il est évidemment maître en cet art-là, et que donc du coup, on peut avoir un autre paysage politique russe qui est en train de se dessiner aujourd'hui, mais tout ça est en cours. Et la société russe n'est pas un monolithe. Elle n'est pas uniquement passive à subir ce qu'on nous dit qu'elle subit. La société russe est vivante et elle agit, et elle n'agit pas qu'au moment des élections présidentielles. Et vous, Madame Milicic, quel est l'aspect ou la facette de la société russe qui n'est pas forcément connue en Europe de l'Ouest et dont vous aimeriez témoigner? Il y a beaucoup de choses qui restent inconnues pour la société de l'Ouest. Par exemple, on parle beaucoup de Navalny en tant qu'un élément très important et cette protestation pour Navalny comme quelque chose d'important. Mais en Russie, vous avez un peu moins de 150 millions de Russes et vous avez entre 50 et 60 000 de Russes qui avaient manifesté contre cela dans l'ensemble du pays. Ça veut dire que dans la Russie, comme ailleurs, il y a ce sentiment de volonté de protester contre des choses qui ne vous plaisent pas. Mais ce que j'aime bien, c'est la position qu'a prise Anne Niva, qui a essayé de pénétrer la réalité et l'actualité russe aujourd'hui et l'histoire russe. Mais ce que j'ai remarqué dans son livre, je vois un homme occidental qui dit que la Russie va accepter les valeurs. Nous avons vu que depuis un moment de l'histoire russe, les Russes avaient opté pour adopter nos valeurs, les valeurs d'Occident. Mais pourquoi seulement les valeurs d'Occident? Ce ne sont pas que les valeurs qui sont réservées à l'homme occidental ou à la société occidentale. En Russie, vous avez tous les peuples qui, j'en dirais pas, il y en a beaucoup, qui sont présents partout en Russie. Donc, on ne peut pas parler que du racisme russe qui existe un peu partout, mais dans un pays qui a autant d'hommes illustres de différents origines. À ce moment-là, vous pouvez voir que le racisme n'est pas ancré en Russie parce qu'il y a tellement de gens qui sont en haut position en Russie. Aussi, vous parlez du nationalisme, pas vous exactement, mais les gens parlent du nationalisme russe. Mais le nationalisme, le patriotisme, c'est quelque chose qui existe partout. Pourquoi pas en parler de mauvaises
bon, mais lorsqu'on parle de la Crimée, je dirais qu'il y a aussi le patriotisme et les Russes pensent que la Crimée leur appartient, que leur impératrice a conquis la Crimée, mais il faut savoir que pour la Crimée, on n'a jamais eu un coup de pistolet ou de fusil. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé au début. Je pense que l'Ouest ne comprend pas tout à fait ce qui se passe en Russie. En Russie et partout ailleurs, il y a eu de nombreuses manifestations, mais le rapport de la police envers les protestants n'est jamais tellement doux. Pourquoi on ne parle que de la matraque de Moscou, on ne parle pas de la matraque à Washington? Ceux qui avaient manifesté à Washington, c'est l'ennemi intérieur et en Russie, c'est l'opposition. C'est donc une approche de l'Ouest, une approche occidentale qui est différente par rapport à ce qui se passe chez eux et par rapport à ce qui se passe en Russie, par exemple. Donc, comme j'ai vécu longtemps en Russie, j'ai une sorte de sympathie vis-à-vis de ceux qui doivent sortir dans les rues pour manifester, mais il faut qu'ils aient le même traitement à Paris, à Washington et à Moscou. Pourquoi les uns sont magnifiques et les autres sont différents? Les autres ne sont pas bons. Mais c'est illusoire ce que vous dites. Vous savez très bien qu'il n'est pas possible d'avoir le même traitement en Russie, à Washington ou ailleurs, parce que tout ça est une question de perception. Mais finalement, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est pas qui gagne, qui perd, tout ça. Le plus important, c'est de se rendre compte que les sociétés ne sont pas immobiles. Et la société russe n'est pas un monolithe. Moi, ce qui m'intéresse chez Alexei Navalny, c'est le fait qu'il soit capable de faire descendre des personnes dans la rue qui ne sont pas forcément des gens politisés, d'ailleurs de la même façon que lui. Parce que Alexei Navalny, comme vous le savez très bien, n'est adossé à aucun parti politique. Et ça, c'est quelque chose de nouveau et qui n'est d'ailleurs pas proprement russe. Regardez, je ne fais pas de comparaison avec la France, mais regardez, le président français Emmanuel Macron est un président qui est devenu président en étonnant tout le monde et qui n'était pas représentant d'un parti politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est arrivé dans nos sociétés démocratiques avancées à un moment où il y a une délégitimisation de tous les partis politiques, quels qu'ils soient, une délégitimisation de leur importance traditionnelle, une remise en question de leur importance traditionnelle, et il y a une émergence de nouveaux leaders, qu'ils soient politiques, qu'ils soient des leaders plutôt charismatiques, et qui se réclament d'être au-dessus des partis ou à côté des partis, qui n'ont pas forcément un parti derrière eux. Et Donald Trump, bien sûr, vient du parti républicain aux États-Unis, mais vous voyez le problème qu'il a posé pour beaucoup de républicains aussi. Donc je pense que ça, c'est très intéressant. Ça montre qu'il y a aujourd'hui des courants qui transpercent nos sociétés, des demandes qui ne sont pas des demandes politiques, qui sont des demandes à tort ou à raison, mais en tout cas qui existent, qui sont des demandes de transparence, qui sont des demandes de justice, qui sont des demandes… Les Russes qui sont descendus dans la rue, et vous avez raison, il y a 50, 60 000 personnes qui sont descendues dans la rue samedi dernier en Russie, et effectivement, ça n'est pas beaucoup, mais en fait, c'est déjà beaucoup, étant donné le fait qu'il est très difficile pour des Russes de descendre dans la rue. Les Russes n'ont pas une tradition de descendre dans la rue. Et s'ils sont descendus dans la rue, c'est aussi pour plus largement que soutenir Navalny. Ils sont descendus dans la rue pour dire qu'ils avaient envie d'un changement. Alors,
ils ne savent pas eux-mêmes véritablement ce qu'ils veulent, mais ils veulent du changement. Et ça, je pense que c'est très important. Et je crois que quelqu'un comme Navalny va essayer de profiter de cela, de surfer là-dessus pour instaurer justement, pour politiser ce changement et essayer lui-même d'arriver au pouvoir. Donc, on a deux systèmes complètement différents qui, pour moi, montrent que justement la Russie est en train de bouger. Mais je n'ai pas, moi, de boule de cristal, donc je ne sais pas comment les choses vont évoluer. Mais tout simplement, je terminerai là-dessus, sur le thème de la Crimée. Là, vous avez tout à fait raison de dire que la Crimée est un thème qui a mis d'accord tout le monde en Russie. C'est-à-dire que même les opposants à Vladimir Poutine sont en faveur du retour de la Crimée dans le giron russe. Absolument. Et ça, c'est quelque chose que moi-même, j'ai dû expliquer dans les médias français, beaucoup, parce que ça n'était pas compris. Et ça, il y a des raisons à cela. C'est que les Russes ne comprenaient pas pourquoi Khrouchtchev avait donné cette Crimée aux Ukrainiens sous l'URSS. Donc les Russes étaient tout à fait, les Russes d'aujourd'hui sont tout à fait contents d'avoir récupéré la Crimée. Et ils peuvent être contents d'avoir récupéré la Crimée et en même temps descendre dans la rue pour dire qu'ils sont mécontents de Vladimir Poutine, du système poutinien et qu'ils ont envie d'un changement dans le futur. Vous voyez, c'est un paradoxe qu'il faut voir sans en tirer forcément des conclusions politiciennes. Zar to nije demokratija? Ja mogu da kažem... C'est de la démocratie, n'est-ce pas? Ils peuvent dire l'un et l'autre. Bien sûr, c'est la démocratie. Vous deux avez beaucoup insisté sur l'importance de l'histoire pour comprendre un peu la façon dont les Russes pensent. Notamment une histoire du XXe siècle a été placée sous le signe de la souffrance, mais comme les Français ne peuvent pas s'imaginer, tellement elle a pris d'ampleur. Moi-même qui suis professeur d'histoire, quand je vois le nombre de millions de gens qui ont été massacrés lors de la guerre civile après la révolution d'octobre, les dizaines de millions de personnes qui ont été déportées, je le sais, mais je ne peux pas... c'est des chiffres tellement exorbitants qu'on ne peut même pas les penser. Et donc, ça fait que cette souffrance a été telle qu'on peut comprendre que les Russes aspirent à avoir un leader qui les unisse par-delà toutes les différences qu'ils ont et qui ramène la Russie qui ramène un peu de stabilité. Moi, la question qui m'intrigue, c'est quand l'URSS est tombée en 1991, il y a eu une euphorie dont Svetlana Alexievitch parle dans ses livres. Puis finalement, les années 90 ont été pleines de désillusions. La démocratie libérale dans laquelle certains Russes avaient cru s'est révélée dans la pratique décevante. Explosion de la corruption, de la violence, des inégalités, un Occident qui parfois s'est permis de l'humilier. Et donc là, je sais que vous avez vécu, Madame Niva, à la fin des années 90 et au début des années 2000, je crois, en Russie, donc un peu à cette période charnière. Est-ce que vous pensez que si cette transition vers la démocratie avait été, gérée d'une autre façon, est-ce que vous croyez qu'il beaucoup s'est joué au cours de ces 10 ans ou est-ce qu'il y avait une part de fatalité? La Russie, de par ses 3 siècles de tsarisme, soit 70 ans de révolution bolchevique, était finalement condamnée à échouer dans cette transition trop rapide? Non, si vous voulez, moi, je ne fais pas de politique fiction. Je ne peux pas dire et si ceci et si cela. Moi, je suis une observatrice des sociétés contemporaines. Pour moi, être journaliste, c'est être comme un ethnologue, un historien de l'ultra-contemporain. Voilà, c'est ce que c'est. Donc, vous avez prononcé un mot qui est très important, qui est celui de stabilité. Voilà. Personne ne peut comprendre effectivement ce que les générations de Russes, de Soviétiques ont enduré. Mais la seule chose qu'on peut comprendre, c'est qu'après tout cela, toute cette histoire sanglante, les purges de Staline, la peur dans laquelle ils ont vécu, suivi du chaos post-soviétique, eh bien, il y ait un besoin gigantesque de stabilité.
Et cette stabilité, finalement, ils l'acceptent à tout prix parce qu'ils ont peur qu'elle s'en aille. Ils ont peur de la perdre, cette stabilité. Et cette stabilité, elle est passée en premier lieu par un accès d'un plus grand nombre de Russes, d'un très grand nombre de Russes, d'un nombre de Russes croissant à la consommation, tout simplement. Les Russes ont accédé à la consommation, alors que tout cela n'était pas possible avant, puisqu'on était dans une économie dirigée. Et évidemment, avec tout cela sont arrivées les inégalités, sont nés les oligarques et la corruption, qui était une corruption différente de la corruption qui existait déjà, bien sûr, comme dans tous les pays à différents degrés, dans le système soviétique. Donc, cette stabilité, la liberté de pouvoir aller prendre des avions, bon là c'est plus possible à cause de la pandémie de Covid, mais de prendre un avion pour aller à Chypre, dans les îles grecques, de pouvoir aller sur la Riviera française, où beaucoup de Russes moyens qui ne peuvent pas forcément se payer les billets d'avion vont en bus. Moi j'ai beaucoup d'amis russes qui prennent des autobus en partant de Moscou pour aller visiter l'Europe occidentale, les châteaux de la Loire, etc. Donc, tout cela, ils ont peur de le perdre. C'est-à-dire que Poutine, ayant fait le vide autour de lui au niveau des autres leaders politiques, des leaders, bon, il y a les leaders communistes qui sont encore là, mais enfin, les Russes savent ce que c'est que le communisme. Et puis, les leaders libéraux qui, par contre, n'ont jamais été au pouvoir et dont les partis politiques n'ont jamais été extrêmement influents, eh bien, ils ont peur ils ont peur que si ce n'est pas Poutine, ça soit encore pire que Poutine. C'est-à-dire, qui pourrait être au sommet du pouvoir aujourd'hui, à part Poutine? Il n'y a aujourd'hui pas d'alternative. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne va pas y en avoir. Poutine n'est pas immortel. D'ailleurs, il est lui-même en train de penser à ce qui va se passer après lui, même si évidemment Vladimir Poutine, bien sûr, est tout à fait satisfait de son bilan, satisfait de lui-même et absolument convaincu qu'il est le meilleur leader pour la Russie. Moi, je ne sais pas ce qu'il y a dans la tête de Vladimir Poutine et je ne suis pas là pour le juger. En revanche, ce que je sais, c'est ce qu'il y a dans la tête des Russes. Et dans la tête des Russes, il y a la peur de vivre plus mal. Et il y a donc la peur de l'inconnu. Tout le monde est a toujours moins peur de ce qu'il connaît. Vous savez, j'ai beaucoup travaillé en Irak, dans l'Irak post-Saddam Hussein, et en Afghanistan, dans l'Afghanistan post-Taliban. Et dans ces deux pays, j'ai vu que les populations avaient peur de ce qu'elles ne connaissaient pas, c'est-à-dire des régimes nouveaux, le régime post-Taliban, qui est un nouveau régime, et le régime post-Saddam, qui est un nouveau régime. En avoir peur, ça ne veut pas dire ne pas le vouloir. Les Irakiens aujourd'hui, en majorité, sont très heureux, bien sûr, de ne plus vivre sous Saddam Hussein et sous les horreurs du régime. Et la même chose en Afghanistan. Mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile ni en Afghanistan, ni en Irak, où il y a eu des guerres sanglantes. En Russie, il n'y a pas eu de guerre sanglante. Il n'y a pas eu de guerre venue de l'extérieur. Mais il y a eu un changement de régime absolument énorme, total, de régime politique, politique, économique, social, qui fait que ça a été un traumatisme qui est encore aujourd'hui important dans la tête des Russes. Donc tout ça ne peut pas avoir lieu facilement, comme nous, gâtés que nous sommes de vivre en Occident dans notre démocratie stable. Nous ne savons pas ce que c'est que la possibilité de perdre ce que nous avons. Nous sommes trop gâtés. Avant de laisser les différents participants poser eux-mêmes leurs questions, parce que je ne veux pas vampiriser les questions, j'aurais aimé en poser une dernière. C'est une question qui me travaille beaucoup, en fait. Je trouve qu'il y a une sorte de divorce entre
pas divorce, mais un grand clivage entre la Russie et l'Europe de l'Ouest, et ce malgré beaucoup de points communs ou de liens historiques. Et je suis parfois surpris qu'on soit plus dur envers la Russie qu'on ne l'est envers d'autres régimes politiques qui, a priori, sont au moins aussi autoritaires et parfois plus violents, à l'image de la Chine, à l'image de l'Arabie saoudite. Et donc la question, comment expliquez-vous cette difficulté à se comprendre alors qu'on est proche géographiquement, qu'il y a quand même des lignes de convergence culturelle par-delà les différences géographiques et historiques, et ça serait aussi la question pour Madame Milicic, la difficulté à s'entendre entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est, par exemple avec la Serbie. Comment expliquez-vous cette discorde entre des différentes parties de l'Europe qui auraient beaucoup de raisons de se relier malgré tout? Alors, je vais répondre très rapidement pour laisser la parole à Mme Mitic, qui sa réponse m'intéressera beaucoup parce que moi, je connais mal le rapport de la Serbie avec la Russie d'aujourd'hui, par exemple. Mais je pense qu'il y a une différence à faire entre le rapport avec la Russie, le leadership russe, c'est-à-dire Vladimir Poutine tel qu'il est perçu en Occident, et le rapport avec les Russes. Et il faut différencier les médias français, parisiens, et le reste du peuple français. C'est-à-dire que les Français sont très intéressés par la Russie, sont très intéressés par le peuple russe. Énormément de Français vont faire du tourisme en Russie, vont à Saint-Pétersbourg, vont dans les alentours de Moscou, vont jusqu'à la Sibérie, jusqu'à l'Extrême-Orient. Donc la Russie reste un pays mystérieux, attirant pour les Français. C'est donc plutôt, si vous voulez, les médias français qui propagent une image négative du système poutinien sans s'intéresser véritablement au peuple russe qui est derrière. Voilà. Donc, je pense qu'il ne faut pas mélanger les deux. Et que si on demande à des Françaises qui pensent des Russes, en fait, ils s'intéressent aux Russes et ils connaissent mieux les Russes, vous avez raison, parce qu'ils ont plus en commun avec, historiquement avec les Russes qu'avec des Chinois, bien sûr, qui est un peuple sur lequel les Français connaissent absolument rien. Et vous, qu'en pensez-vous, Madame Milicic? Quelques mots de ma part. Je n'ai pas peut-être une réponse absolue, mais j'ai mon idée. Les Français et les Russes sont très proches. Russes et Serbes sont très très proches. On ne peut pas comparer le rapprochement serbe et russe et français-russe. Mais la cour russe parlait français. Toute l'aristocratie russe apprenait d'abord français, après la langue russe. Le pont d'Alexandre III à Paris, la mémoire existe. Champagne en Russie, une marque d'identité, mais ça provient de la France. Et il y a beaucoup de raisons pour restaurer cette amitié franco-russe. Pourquoi cette disposition entre Russie-France et Russie et l'Occident? Vous vous rappellerez le temps de Gorbatchev. La Russie était le nounou de l'Ouest. Elle était adorée. La Russie était faible et l'existence de la Russie en tant que telle gorbatchevienne était le symbole vivant de la défaite de l'Union soviétique. Gorbatchev, on l'adorait ici à Belgrade. Il y avait tout Belgrade dans les rues, applaudissements en France, en Allemagne, partout pour Gorbatchev. Mais en 20 ans, la Russie a fait des pas gigantesques en avant. Elle est très très loin maintenant de l'état de Gorbatchev ou de Yeltsin. L'armée russe est plus fort, la science, la technique, niveau de vie, c'est pas le standard niveau de vie comme en France, mais c'est incomparable avec les temps des soviets ou de Gorbatchev. Les Russes voyageaient, se déplaçaient en train de Moscou à Saint-Pétersbourg pour acheter 1 kilo de saucisses. Je pense que l'Occident a peur d'une Russie forte. Tout un chacun qui a lancé une guerre contre les Russes l'a perdu. Peut-être c'est la raison de la peur. Et les Russes, qu'est-ce qu'ils ont peur?
on a parlé de Navalny. Les Russes ont peur de se voir imposer un autre président tel que Poutine. Poutine n'est pas éternel, mais la tâche la plus grande pour Poutine, c'est de trouver un successeur. La Russie est un bâtiment, un vaisseau énorme. Et pour tourner ce supertanker, il faut faire gentiment. Si vous faites une déviation trop vite, tout va se casser. Un successeur va faire les différences, tourner les manivelles lentement. Chaque changement de système en Russie est une catastrophe et la Russie n'a plus de temps pour se catastropher, pour faire une catastrophe de peuple et redémarrer à zéro comme après Yeltsin. Je pense qu'une Russie forte, cela veut dire une vie meilleure pour les Russes. La Russie, à vrai dire, a des relations pas idéales, c'est pas terrible, sont mauvaises avec l'Occident. Mais les relations bilatérales sont beaucoup mieux que les relations en bloc avec l'Occident. Mais avec la France aussi, bilatéralement, Russie-France, c'est mieux que Russie-Occident. C'est quoi l'Occident maintenant? Ils ne sont pas tous pareils. Français, Allemands et les Américains, chacun a ses intérêts à eux et chacun met ses intérêts en avant. Et dans le monde post-libéral, on sauvegarde nos intérêts propres. Et il s'arrange mieux avec la Russie que de suivre une lignée en commune qui n'existe plus même. Merci beaucoup. Maintenant, je veux laisser les différents participants, les différents auditeurs poser librement leurs questions. Bon, il nous reste à peu près, a priori, une trentaine de minutes. Donc, j'aimerais que vous profitiez de la présence de ces deux spécialistes de la Russie pour leur soumettre vos interrogations ou vos commentaires. J'aimerais demander à ceux qui voudraient poser la question, vous pouvez lever votre main. Vous avez cette possibilité si vous voulez poser une question. Ah, je vois quelqu'un. Oui. Levez la main. Super. Vous m'entendez? Moi, je vous entends parfaitement. Très bien. Pavle Sekler de l'Université de Novi Sad. D'accord. Oui, il y avait une question posée par Florian Herbert, c'est-à-dire les relations entre l'Occident, quand on dit l'Occident, disons Paris, Berlin, Londres, Washington, on peut dire que c'est l'Occident. Les relations entre la Russie et l'Occident sont beaucoup plus difficiles et l'explication se trouve dans peu de démocratie en Russie, la vie difficile des homosexuels en Russie. Mais Florian a dit qu'il y a des régimes beaucoup moins démocratiques dans le monde et l'Occident s'accommode beaucoup mieux avec ces régimes qu'avec le régime russe. Par exemple, l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite n'essaie pas d'empoisonner ses opposants politiques, elle les découpe en morceaux tout simplement. Mais ça ne provoque pas autant d'horreur dans la presse occidentale. Oui, il y avait un moment où tout le monde était choqué, mais ça s'est vite calmé et le business marche toujours. Les droits de femmes, tout cela en Arabie saoudite, non, ça choque beaucoup moins l'Occident. Donc il y a une sorte d'hypocrisie et Lyubinka a essayé d'expliquer un petit peu cela. La Russie forte gêne. La Russie est un concurrent politique, militaire, économique. La Chine, qui devient de plus en plus forte, gêne de plus en plus. Donc, derrière des histoires, des droits des femmes, des droits des homosexuels, des histoires de Navalny et des histoires de la démocratie, se cachent des intérêts des États.
se cachent des intérêts politiques, économiques et militaires, et tout est bon pour donner des bons coups à un ennemi qui peut être dangereux. J'aimerais bien une sorte de commentaire de la part de Anne Niva. Non, mais vous ne me posez pas de questions. Je suis d'accord avec vous, mais vous savez ça, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, hein. Oui. Les relations géopolitiques entre États ont toujours été empreintes de cette nature hypocrite que vous venez de décrire très bien. Et effectivement, on ménage davantage, bien sûr, sans doute, l'Arabie saoudite avec qui on fait du commerce de pétrole. Et que plutôt que la Russie qui nous gêne effectivement parce que d'abord elle n'est pas si lointaine que cela, elle est européenne. Et là, on peut encore poser cette grande question. Voilà, la Russie est à la fois européenne et asiatique. Et ça, c'est une puissance que nous, Européens de l'Ouest, ne connaissons pas. Je l'ai évoqué tout à l'heure, le rapport avec la Chine. La Russie regarde des deux côtés. Donc la Russie potentiellement est puissante. Et effectivement, elle a été extrêmement fragilisée à la fin du soviétisme, au tout début des années 90. Ça a permis, bien sûr, à quelques États occidentaux, États-Unis en premier, de donner des grandes leçons de démocratie, bien sûr, à la Russie. Je me souviens très bien, puisque j'y étais à l'époque, et que effectivement, là, tous les Russes étaient d'accord pour dire qu'ils en avaient marre de ces spécialistes experts qui arrivaient et qui étaient grassement payés pour donner des leçons de démocratie au peuple russe qu'ils n'arrivaient absolument pas à comprendre. Donc, tout ça fait bien rire, entre guillemets, les Russes aujourd'hui, qui effectivement ne perdent pas une occasion dans l'autre sens de montrer à nous occidentaux et nous français qu'ils savent certaines choses au moins aussi bien que nous. Mais bon, voilà, ça, c'est pas finalement très intéressant. Ce qui est intéressant, à mon sens, c'est comment les relations entre États avancent. Qui avance ses pions où? Et effectivement, au niveau des États, les accords bilatéraux, comme vous l'avez rappelé, il y a une entente commerciale, géostratégique entre la France et la Russie. Emmanuel Macron, que j'ai rencontré d'ailleurs à propos de la Russie il y a un peu plus d'un an, il avait réuni quelques spécialistes de la Russie autour de lui, est clairement en faveur d'un dialogue avec la Russie, absolument et clairement en faveur de ce dialogue. Il n'est pas question de couper les ponts avec la Russie, parce que la Russie, justement, existe sur cette scène européenne et internationale. Et je voudrais aussi dire qu'il y a là, à mon sens, aussi en jeu l'identité de l'Europe. L'Europe en tant qu'entité politique. C'est complexe, l'entité politique européenne. L'Europe a parfois du mal justement à exister, à parler d'une seule voix. Comment parler d'une seule voix quand on est 28, bien sûr. Et il y a parfois des couacs, notamment avec nos amis polonais et hongrois, qui n'ont bien sûr pas la même vision de la Russie et la même histoire partagée avec la Russie que, disons, nous autres Français ou Allemands ou Italiens, bien sûr. Oui, oui, merci pour votre réponse. Je vous en prie. Alors, qui veut ajouter quelque chose? Moi, je ne vois pas les participants, donc je ne sais pas qui est là.
Je vais encourager tous ceux qui veulent poser une question. Aniva aura le plaisir de répondre. Je vois Bora Babic, la directrice de Akademska Knjiga, qui a publié Oui, la traduction. de voir, d'entendre Bora. Elle est là. Elle a publié le livre qui a été traduit par Madame Petrovic. Bonjour, je salue tous les participants. Je remercie avant tout à notre auteure Anne Niva qui a accepté de participer à ce débat et de parler de son livre qui est traduit en serbe actuellement. J'ai beaucoup appris de ce livre sur la Russie. Madame Milincic nous en parle régulièrement aussi et j'en apprends beaucoup aussi. Mais ce livre a été très intéressant parce que l'auteur nous vient de l'Occident. Comme ça, j'ai deux regards vers la Russie. Sinon, Madame Milincic, je sais qu'elle aime la Russie et j'aurais pu dire qu'elle a donc un parti pris déjà. Mais Aniva nous vient de France et donc c'est un rapport nouveau vis-à-vis de la Russie. J'aimerais poser une question en ma qualité d'une citoyenne simple européenne. Donc je ne comprends pas la situation concernant Navalny. Est-ce qu'il peut être considéré comme un opposant à Poutine? Est-ce qu'il a des électeurs derrière lui et pourquoi est-il arrêté? Quelle est l'explication de la part des autorités russes concernant son arrestation? Je pose la question à Anne Niva. Je lui pose la question. Madame Militic, mais parce que c'est complexe. Toutes les deux pourraient répondre, l'une après l'autre. Voilà. J'aimerais obtenir la question des deux. Concernant Alexei Navalny, les raisons pour lesquelles il a été arrêté sont à la fois complexes et simples. Si vous voulez, en tout cas, il y a une certitude qu'il savait, en revenant en Russie, qu'il allait être arrêté. Il le savait parfaitement. Et il a été en Russie pour finalement être arrêté et pour, le lendemain de son arrestation, diffuser cette vidéo qui dure 2 heures, qui est actuellement visible sur YouTube, qui est une vidéo qui est le résultat d'une immense enquête de son équipe, de sa fondation anticorruption, c'est comme ça qu'elle s'appelle, ça n'est pas un parti politique, c'est une fondation, et qui est une vidéo sur une propriété, un palais qui serait la propriété de Vladimir Poutine sur la mer Noire. Donc, c'est une vidéo complètement à charge. Mais donc, ce que je veux dire, c'est que Alexei Navalny est rentré en Russie en sachant qu'il serait arrêté, puisque les autorités russes avaient dit qu'ils l'arrêteraient. Et donc, il n'y a pas de mystère là-dedans. Et ils avaient dit qu'ils l'arrêteraient pour des raisons complexes, juridiques, qui ont rapport avec une autre affaire dans laquelle il est incriminé et qui va être jugé, si vous voulez. Donc, il est en prison. Il poste des messages sur Instagram depuis sa prison. Il va bien, il le dit. Il suit tout ce qui se passe. Maintenant, quel rôle peut-il jouer? C'est plutôt ça qui est intéressant. C'est que justement, moi, je pense que ça n'est pas un homme qui veut se faire forcément élire dans un parti politique qui serait un parti politique nouveau. En tout cas, tout ça, on va le savoir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, parce que ça n'est pas clair. Ce qui est clair, c'est que cet homme veut montrer qu'il n'est pas un simple blogueur, comme l'État russe le présente. Vladimir Poutine ne prononce jamais son nom. Il l'appelle le patient de Berlin, ou il l'appelle le blogueur. Évidemment, c'est humiliant pour et Alexei Navalny, de son côté, évidemment, comme il est très agacé,
appelle Vladimir Poutine le papy dans le bunker. Vous voyez, il y a un échange de mots comme ça. Ça fait beaucoup rire les Russes, hein, qui savent parfaitement de quoi il s'agit. Mais ce qui est important, c'est en fait le système russe aujourd'hui, qui est encore très traditionnel avec un parti politique dominant au pouvoir, qui est le parti Russie Unie, dont est issu Vladimir Poutine, qui est un parti très puissant, dont la puissance a même pratiquement supplanté celle de l'ancien parti communiste. Est-ce que ce parti-là, qui agace quand même un certain nombre de Russes, est-ce que ce parti-là va continuer à avoir une domination sur le paysage politique russe, ou est-ce qu'il va y avoir, par l'intermédiaire de Alexei Navalny ou d'autres personnalités que nous ne connaîtrions pas encore, une opposition, une alternative à Vladimir Poutine? Voilà. Je laisse parler Madame Inetic. Pardon, pour clarifier un peu, Navalny s'est fait arrêter pour les mêmes raisons pour lesquelles Julian Assange s'est fait arrêter. Avant de quitter Russie pour se faire soigner en Allemagne, il avait deux convictions, délai, abus, comme il l'appelle, de position officielle. Et il était directeur d'une société, il y avait des problèmes avec les finances. Son frère été mis en prison pour 3 ans. Lui, il est parti en Allemagne. Il a dû rapporter depuis son hôpital. Bien, de l'hôpital, il ne pouvait pas faire des apports à la cour, mais quand il a quitté l'hôpital, ils l'ont sollicité de revenir en Russie. Il n'a pas obéi. Et une fois, il a décidé de rentrer. Et alors, il a fait le retour un peu genre Lénine dans une automobile blindée. Il a fait ça exprès. Anne Niva a bien dit ça. Il a rentré pour se faire arrêter. Il voulait se couronner par une auréole de martyr. Son influence, c'est très difficile. Il y a du courage quand même. Hein? Son influence est présente sur les réseaux sociaux. À l'époque de son blogging et à l'époque quand il s'engageait à découvrir vraiment la corruption, les gens pensaient qu'il est lié à la police russe. Au début, il découvrait la corruption, la police le suivait, il l'arrêtait. La corruption est partout en Russie. Ils arrêtent les gouverneurs, même le ministre des Finances a été arrêté. Alors la corruption est omniprésente en Russie. Mais maintenant, par exprès, il a essayé de mobiliser les gens en utilisant les réseaux sociaux et le prétexte était de le faire libérer. Il a été jugé de passer 30 jours en prison. Il a passé déjà 2 semaines en prison. C'est un non-sens d'organiser les protestes pour raccourcir son séjour à la banque pour 2 semaines. Mais il y a des autres raisons. Le TikTok a été utilisé. TikTok a mobilisé les adolescents. Alors, sur les protestes, il y avait beaucoup parmi ces 50, 60 000 qui étaient mineurs et ils trouvaient ça intéressant de protester. La télévision russe les a tout fixés. Il y avait un gamin de 12 ans, ils ont demandé sur la télé russe, qu'est-ce que tu as contre les autorités? Il dit non, c'est une belle partie. Personne ne voulait faire tomber Poutine aujourd'hui. Mais dans 3-5 années, ils vont voter. Et tous ceux qui ont vu les démarches de la police, ils portent les traumas pour le futur. Ils se sont combattus avec la police, ils ont attaqué la police a retorqué la manière à la police. Alors ça, c'est l'armée des jeunes qui se préparent pour un futur. Les élections parlementaires en septembre, c'est peu importe, mais comme ça, en mobilisant les gens, créant cette
cette atmosphère de proteste, c'est pour le futur. Le château, on l'a vu il y a 10 ans, c'est très bien monté. Le château existe. Il y a beaucoup d'oligarques en Russie qui se sont profités de la transition illégalement, se sont enrichis, comme nos ouvriers de l'Allemagne qui rentrent en Serbie avec un Mercedes, ils font une maison de 6 étages. Quelqu'un a fait ce château immense, mais ça n'a rien à voir avec Poutine. Poutine peut s'offrir beaucoup mieux que ça. Putain, un Saint-Pétersbourgeois, il avait passé sa vie dans les villes les plus belles du monde. Pourquoi faire un château aussi kitsch? C'est ma lecture, ma vue, je ne sais pas. Non, mais si je voudrais ajouter quelque chose. Pour moi, c'est très intéressant de voir que Alexei Navalny a utilisé effectivement la force des médias sociaux. Il joue avec ses armes. Il a bien raison, puisqu'il n'est pas interviewé par les médias d'État. Les médias sociaux appartiennent à tout le monde et il ne force personne à le suivre. Donc, sa popularité, si vous voulez, les médias sociaux sont une espèce de jauge de sa popularité. Et en faisant cette vidéo, c'était pour lui sans doute un test de voir à quel point elle allait être vue, si elle allait être intéressée, les Russes ou pas. On en est aujourd'hui à plus de 80 millions de vues sur YouTube. C'est donc gigantesque. Ça veut dire plusieurs choses, mais ça veut surtout dire que cet homme, Alexei Navalny, qui effectivement n'était pas connu des Russes, il a pendant très longtemps, toutes ces dernières années, pas été vraiment connu des Russes. Quand vous disiez le nom d'Alexei Navalny à quelqu'un au fin fond de la Yakoutie, il ne le connaissait pas forcément, alors que les Russes connaissent le nom du leader du Parti communiste, du leader du LDPR, Zhirinovsky, etc., etc. Mais aujourd'hui, grâce à cette vidéo, il est davantage connu par les Russes. Et c'est effectivement ce qu'il voulait. C'est ce qu'il voulait, bien évidemment. Aujourd'hui, toutes les batailles passent par une bataille médiatique. Et donc, Alexei Navalny et son équipe ont stratégiquement pensé que pour essayer de faire connaître leur combat, leur désir d'opposition en Russie, à tort ou à raison, je ne suis pas là pour les juger, eh bien, leur popularité serait accrue s'ils utilisaient cette vidéo. Eh bien, on doit dire que sur ce plan, ils ont évidemment réussi, puisqu'aujourd'hui, le fait que autant de Russes aient par curiosité regardé cette vidéo, ça ne veut pas dire que les Russes vont changer leur avis sur Vladimir Poutine en regardant cette vidéo, puisqu'effectivement ce château existe depuis 2010, que les Russes le savent, que les Russes connaissent l'étendue du pouvoir, de la fortune, de leur leader, que ce n'est pas quelque chose, si vous voulez, qui les traumatise ou qui les choque, mais que quelqu'un comme Alexei Navalny avec son équipe ait pu faire une telle enquête avec un drone, c'est la première fois que des drones filmaient d'aussi près le lieu en question, avec des visualisations en 3D des intérieurs, qui, à partir de photos qui ont été prises c'est les ouvriers qui ont contribué au chantier qui a duré différentes années, puisqu'il y a eu des tas de rénovations de ce château, puisqu'il avait été mal fait. Des ouvriers se sont évidemment photographiés avec des selfies dans les pièces de ce château, et ils ont utilisé cela pour en faire des visualisations 3D, etc. Tout ça contribue, disons, ça ne va pas faire tomber Poutine. Non, ça ne va pas faire tomber le système de Poutine, mais ça contribue, disons, à désacraliser Poutine et à faire en sorte que les Russes se disent qu'il n'est pas
le leader tout-puissant qu'ils ont longtemps pensé qu'il était. Et donc les Russes, du coup, se disent qu'ils peuvent exprimer quelque chose par rapport à leur vie sous Poutine. On n'a que 40, 50, 60 000 personnes qui sont descendues dans la rue. On va voir si ça continue. Rien n'est terminé. Et on va avoir surtout des élections législatives en septembre 2021. Et là, on verra quelle est la stratégie de Alexei Navalny et des gens qui travaillent pour lui. Vont-ils créer un parti ou vont-ils continuer à faire ce qu'ils font depuis plus de 2 ans et qui est une stratégie extrêmement intelligente et rusée, khitri, comme on dit en russe, qui est la stratégie qui s'appelle celle du vote intelligent. Le vote intelligent, c'est d'aller dans tout, à chaque fois qu'il y a des élections régionales, dans toutes les régions, et de soutenir à grand renfort de médias sociaux n'importe quel candidat qui n'est pas le candidat du parti au pouvoir de Vladimir Poutine. Même si ce candidat est un candidat du Parti communiste, même si ce candidat est un nationaliste. Ça, je peux vous dire que quand je raconte ça à des médias français, ils ne comprennent pas parce que comment voulez-vous que en France, c'est quelque chose d'inconcevable. Mais donc, je trouve que c'est intéressant pour essayer d'expliquer où on est la Russie aujourd'hui. Oui, la vote intelligente, c'est ce que vous... La vote intelligente. Vous voyez comme les deux correspondants de Russie se comprennent très bien. J'ai bien regardé moi et Anna a bien regardé elle. Ah, l'œil de femme. Alors, s'il y a d'autres questions, je vous en prie, je vous invite de la poser, de poser votre question. Sinon... Si jamais il n'y a personne qui ne veut poser une question, j'aimerais bien juste en ajouter une dernière pour moi. Madame Niva, vous faites un peu l'avocate d'un journalisme qui ferait toujours l'effort d'aller en profondeur, qui tout en ayant de l'empathie essaierait toujours de rester objective. Est-ce que vous croyez que ce journalisme est plus difficile à faire aujourd'hui ou au contraire, qu'il ne faut pas être trop pessimiste, en fait, qu'il y a encore beaucoup de place pour ce journalisme fait de longues enquêtes, comme vous avez fait pendant 4 mois, pour approfondir la réalité des pays. Est-ce que vous êtes plutôt optimiste de ce point de vue-là, ou est-ce que vous pensez qu'on peut être plutôt pessimiste avec un peu la tyrannie des indignations, des nouvelles rapides, concentrées sur les nouvelles les plus spectaculaires? Moi, je suis une optimiste de nature. En tout cas, si vous voulez, quelle que soit la façon dont la masse des journalistes travaille, ça ne changera pas la mienne. Et la mienne est faisable. Et je ne suis pas la seule à le faire. C'est-à-dire, et je n'ai rien inventé, c'est tout simplement continuer à aller sur le terrain, quel que soit le terrain. Donc pour moi, que j'aille au fin fond de la Russie, en Irak, en Afghanistan, en Syrie, en Tchétchénie ou en France, un pays qui n'est pas en guerre, en France, eh bien, je procède de la même façon. C'est-à-dire que je ne suis que une intermédiaire. Je ne suis pas un juge. Je pose des questions à tout le monde. J'écoute les réponses et je contextualise, je raconte une histoire pour ceux qui n'ont pas l'occasion d'aller là où je vais. Aujourd'hui, on est dans une espèce d'hystérie médiatique permanente. On est dans le buzz. Tout ça, c'est trop facile. Moi, si je veux faire du buzz, je sais faire. Mais ça ne m'intéresse pas parce que ça ne va pas apporter de la réflexion. Or, je crois qu'on est tous d'accord ce soir pour le dire. Ce qui est important, moi, je n'ai pas envie de convaincre qui que ce soit, mais j'ai envie simplement de montrer que on peut, sur tous les sujets, faire en sorte que celui qui consomme l'information apportée par le journaliste va se poser des questions, va continuer à se poser des questions. Moi, j'aime qu'on se pose des questions sur la Russie, sur les Russes, sur Vladimir Poutine. J'aime qu'on se pose des questions sur Trump
Et j'aime qu'on se pose des questions sur quoi que ce soit, c'est-à-dire ne pas être uniquement dans l'affirmation. Et voyez, pour moi, un journaliste, c'est quelqu'un qui pose des questions. C'est-à-dire qu'à la fin de la phrase, il y a un point d'interrogation. Il n'y a pas des affirmations. Parce que moi, j'ai des points de vue, je peux aussi les partager si on me pose des questions, mais ça n'est pas mon travail. Mon travail, c'est d'aller chercher l'opinion des autres et pas forcément celle de ceux qui sont d'accord avec moi. Vous pensez que quand je suis au fin fond de l'Irak, en face de gens de Daesh, je suis d'accord avec ce qu'ils me disent? Non, je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils me disent. Et pour autant, est-ce que je vais ne pas aller les voir? Non, justement. Il faut aller voir tout le monde, et notamment ceux avec qui on n'est pas d'accord, parce que c'est mon rôle d'écouter ce qu'ils me disent et de le transmettre pour que d'autres puissent se faire une opinion sur la complexité des situations. Les situations sont complexes, elles ne cesseront jamais de l'être. Et être journaliste, c'est pas facile, c'est une responsabilité. Et moi, j'y tiens à cette responsabilité. Elle me pèse. Si vous voulez, j'aime ce métier autant qu'aux premières secondes que je l'ai commencé il y a 25 ans. Et il n'est pas plus dur pour moi de le faire aujourd'hui. Et peu importe si le contexte a changé. Et moi, je parle à énormément de journalistes et qui me posent des questions sur ma façon de faire et à qui je montre qu'eux aussi peuvent le faire. Qu'il suffit de continuer à faire son métier avec les bases du métier qui sont simplement de sortir de son bureau, de sortir de son confort, même intellectuel, et d'aller voir sur place pour poser des questions. Et c'est là que nous serons, nous, journalistes, légitimes. Voilà. Merci beaucoup pour votre réponse. On essaie aussi à l'école, à notre petit niveau, de développer cette approche qui parfois comment dire, peut entrer en collision avec une vision moraliste du monde vers laquelle l'Occident semble aller. Et le paradoxe, c'est que plus il veut être moral, plus il se coupe du reste du monde. Mais ça, je suis tout à fait d'accord avec votre approche, garder le sens de la question. Et du doute. Oui. Mais c'est peut-être pas l'humeur dominante aujourd'hui. Mais c'est pas ce qu'on voit sur les réseaux sociaux parce que c'est plus facile, si vous voulez, d'avoir une opinion franche pour ou contre que d'oser exprimer son doute. C'est plus facile. Mais moi, je ne suis pas dans la recherche de la facilité. Et je pense que le public, ceux qui nous écoutent, ceux pour qui j'écris, ceux pour qui je fais de la télévision, parce que je fais de la télévision aussi, je fais de la radio, je fais du web, je fais des bandes dessinées, je fais tout à la fois, parce que moi, peu m'importe le vecteur. Ce qui m'importe, c'est de montrer justement, c'est le contenu, c'est le message, c'est de montrer que ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que la richesse, on l'a encore si on prend la peine, non pas de s'ériger en juge, mais de poser des questions, d'écouter les réponses, de comprendre qu'évidemment les gens ne sont pas d'accord. Tout le monde n'a pas la même vision sur la Russie, mais moi j'ai été demander la vision de ceux qui quand même sont le plus concernés, qui sont les Russes. Les Russes vivent en Russie, ils ont une image de Vladimir Poutine, de Boris Yeltsin, qui n'est pas celle que nous avons. Ils ont aussi une image de l'Occident, de nous autres, qui n'est pas celle que nous avons sur nous-mêmes. J'avais écrit un livre qui s'appelle « Islamistes, comment ils nous voient ?» parce que justement, j'en avais assez de ce point de vue sans cesse du journaliste occidental qui arrive sur des terrains, quel que soit le terrain, et qui impose son point de vue occidentalo-centré. Non, moi, ce que j'aime, c'est inverser le regard. Quand je vais en Irak, en Afghanistan, ce qui m'importe, c'est d'essayer de comprendre si les Afghans sont contents de ce qui leur arrive, du régime post-taliban, du fait qu'ils sont occupés par des armées étrangères. Est-ce qu'ils se sentent occupés ou est-ce qu'ils se sentent libérés? Ça, c'est une question que j'ai posée dans tous les terrains de guerre où j'ai été. Et c'est des questions importantes auxquelles, pour répondre, il faut se rendre sur place.
Et il n'y a pas une réponse définitive. Et c'est le rôle du journaliste que de se rendre sur place et de rapporter ce qu'il a vécu sur place de façon à provoquer le débat par les politiques, par les sociologues, par les internautes entre eux. Mais moi, la journaliste, je n'ai pas une opinion tranchée sur le débat. En tout cas, j'en ai une, mais je la garde pour moi. J'aide, je participe à la richesse du débat. En effet, c'est une opportunité vraiment à part d'obtenir cette peinture, cette image mixte oriento-occidentale peinte par nos deux invités. Et je suis très reconnaissante pour tout cela et à Florian qui modérait tout cela. À Niva, nous serions hyper contents de vous accueillir en chair en Serbie. C'était notre désir ardent pour cette occasion-là, mais à cause de Covid, ce n'était pas possible. Mais on s'attend de vous accueillir et on attend les futures traductions de vos livres. C'est la première traduction qui est apparue, mais je suis certain que pas mal d'éditeurs, en effet, votre éditeur ici, Akademska knjiga, sera plus qu'intéressé de faire traduire vos autres ouvrages. L'ouvrage, par exemple, que vous venez de mentionner, les islamistes, comment est-ce qu'ils nous perçoivent? Ou peut-être vous recommanderiez votre dernier livre, Quelle est la France que nous habitons aujourd'hui? Alors, je vous remercie profondément d'avoir accepté de partager cette soirée avec nous et je salue tous nos participants. C'était une discussion inoubliable, notre discussion. Bonne nuit à tous. Au revoir. Merci à tous. Merci beaucoup.